Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement, nous sommes partis pour découvrir ensemble une nouvelle édition sur Monaco Info et voici le sommaire. Nous recevrons le consul honoraire d'Israël à l'occasion des 75 ans de la création de cet État. Nous découvrirons ainsi les liens étroits entre Monaco et Israël. Autre célébration et autre invité, le 2 mai est la journée mondiale du thon. Une façon de tirer la sonnette d'alarme concernant la surpêche. Comment protéger cet animal et quel est le constat? Nous verrons cela avec un spécialiste, David Gamba. En termes de reportage, nous reviendrons entre autres sur un rallye Perfie dont l'arrivée a eu lieu ce dimanche à Monaco, ou encore sur le concert à l'Opéra Garnier avec pour thème du baroque au romantisme. Reportage également sur la fin programmée du réseau cuivre de Monaco Télécom, la fameuse prise T, au profit du déploiement de la fibre. Comment tout cela va-t-il se passer? La réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, en bref, les représentants des 98 États membres de l'Organisation hydrographique internationale, l'OHI, sont actuellement réunis pour une assemblée jusqu'au 5 mai au Grimaldi Forum. Cette rencontre qui se déroule tous les 3 ans permet aux pays d'échanger sur des nouveaux développements en matière de normes techniques et de cartographie des mers. Cette année, les principaux thèmes abordés incluront le futur des cartes marines et les prochaines étapes dans la transition vers le système de données numériques. Restons dans le domaine maritime. Aujourd'hui, le 2 mai est la journée mondiale du thon. C'est une résolution adoptée par l'ONU en 2016. Il faut savoir que plus de 7 millions de tonnes de thonidés sont capturées chaque année. Les thons représentent 20% de la valeur marchande de toutes les pêches. Avec nous pour discuter de tout cela, un spécialiste, David Gamba, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes le président fondateur de la Fédération monégasque de pêche sportive et vous êtes habilité à marquer les thons rouges. Cela fait plus de 15 ans que le prince Albert II alerte sur la surpêche du thon. Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que Monaco, en tout cas, il a une place centrale sur le retour du thon rouge en Méditerranée. La puissance de Monaco, quelque part, ça a été sa taille et le fait que, effectivement, étant donné qu'on est un État souverain, on est moins soumis, on va dire, aux pressions des lobbies qui peuvent s'exercer sur d'autres États voisins et qui effectivement a permis justement à Monaco d'avoir un peu plus de latence, de plus de liberté, qui ont permis notamment de pouvoir en 2009 proposer une inscription du thon rouge à l'annexe 1 de la CITES. La pression médiatique qui s'en est suivie fait que l'ICCAT a dû en fait complètement, on va dire, rehausser ses quotas et avoir une gestion beaucoup plus dure, ce qui a permis quelque part effectivement de sauver cette espèce. Et donc on peut dire vraiment merci aux souverains et à la principauté d'avoir mené ces actions. Que l'on comprenne bien, en Méditerranée, c'est la pêche du thon dans sa généralité ou du thon rouge qui pose problème? En fait, on a assisté à une diminution de la population de thon, globale, entre 1970 et 2010 de 80%, ce qui est énorme. Donc effectivement, c'est cette industrialisation de la pêche, de ces moyens de capture qui permettaient d'en capturer en très grande quantité. Il faut savoir aussi que le thon a tendance, il va se regrouper en très grands bancs, en immenses bancs, justement pour les frayer, ce qui facilite grandement sa capture. Oui, aujourd'hui le thon est protégé de quelle manière? Sous forme de quotas? Exactement, le thon est protégé sous forme de quotas, sous forme d'autorisation de pêche. C'est des déclarations qui doivent être faites. Que ce soit sur la pêche donc professionnelle, seuls les bateaux habilités avec une autorisation spécifique peuvent le pêcher. Donc en principauté de Monaco, par exemple, on a un bateau professionnel, c'est Eric Rinaldi qui lui est habilité à pratiquer la pêche. Pour la pêche récréative et sportive, donc chaque pays en fait va adapter des mesures pour la contrôler et pour justement être en mesure d'avoir un suivi efficace. Et depuis le combat donc, du prince, il y a plus de 15 ans, sur la surpêche du thon, où en est-on concrètement? Quel est votre constat? En 2023, il y a une amélioration? Tout à fait, c'est notable, donc, mais si on n'a pas attendu 2023, c'est-à-dire depuis 2014, on atteste, en tout cas on constate un retour vraiment de cette espèce, c'est-à-dire que vraiment on se rend compte que les mesures ont porté leurs fruits. Si je dois juste me concentrer sur le littoral monégasque, alors actuellement, pour ceux qui regardent par la fenêtre, vous pouvez assister en tout cas à de magnifiques chasses de thon rouge qui font entre 1,30 m et 1,50 m à l'heure actuelle. Aujourd'hui, j'ai un bateau, justement, je pêche à la traîne. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de pêcher des bonites, j'ai le droit de pêcher le thon. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Alors la chose la plus importante déjà à déterminer, c'est le pavillon. C'est-à-dire vous, Fabien, vous avez un pavillon monégasque, ça veut dire que vous dépendez de la réglementation monégasque dans les eaux monégasques. Si vous allez dans les eaux françaises ou les eaux italiennes, vous allez dépendre de la réglementation française ou italienne de la pêche récréative et de loisirs.
En principauté de Monaco, vous avez le droit de pêcher à la ligne, sous réserve donc de connaître les différentes règles qui s'appliquent par exemple à des espèces protégées. En principauté de Monaco, il y a 2 espèces qu'on a formellement interdites, notamment parmi les plus emblématiques, qui sont le corbe et le mérou. Ces 2 espèces qui sont absolument interdites de rechercher et de pêcher à la ligne. D'accord, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'au-delà des espèces qu'on a le droit de capturer, il y a aussi une notion très importante qui s'appelle la taille minimale de capture à respecter. Une taille minimale de capture, qu'est-ce que c'est? C'est une taille minimale en dessous de laquelle on considère que l'animal n'a pas eu encore le temps de se reproduire et donc il doit être remis dans son milieu. Quoi qu'il en soit, si jamais demain, Fabien, vous êtes en mer et il se trouve que vous attrapez une espèce qui est protégée, cette espèce ne doit pas être embarquée à bord, elle doit être remise dans le milieu, morte ou vive. D'accord. Vous êtes habilité, vous, à marquer donc, du thon. C'est-à-dire, expliquez-nous comment ça se fait. Est-ce qu'il y a des campagnes régulières? Qu'est-ce que vous faites pour marquer le thon? Alors concrètement, effectivement, on est sur un animal qui est extrêmement migrateur. C'est-à-dire que c'est un animal qui aujourd'hui est là, demain il peut être devant Marseille s'il a envie. Donc pour pouvoir quantifier ces déplacements, on a besoin justement d'identifier ces individus. Pour cela, il y a différentes technologies qui existent. La première consiste en marquage conventionnel. Un marquage conventionnel, c'est le marquage, on va dire, le marquage le plus, on va dire, intéressant du point de vue économique. C'est-à-dire que ce sont des petites tiges en plastique qui vont être insérées au niveau de la deuxième dorsale de l'animal avec un numéro de téléphone et un numéro de série. On connaît l'endroit où il a été attrapé. Si cet animal est rattrapé, on aura, on va dire, un trajet linéaire. Et en fonction, on va dire, des données qui ont été communiquées, on va pouvoir avoir une estimation de la migration. Le deuxième méthodologie qu'on utilise à la fédération, donc avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, c'est effectivement la pose de balises satellitaires. La balise, dès que l'animal va descendre à moins de 10 mètres de profondeur, elle va s'activer, elle va commencer à prendre, on va dire, des données qui sont la température, elle va prendre la profondeur, elle va prendre la luminosité, elle va être en mesure en fait de pouvoir accumuler X données pendant un temps donné. Et lorsque le temps est atteint, la balise va s'automatiquement détacher de l'animal, remonter à la surface de la mer et transmettre les données qu'elle a collectées à travers la constellation de satellites Argos. Donc une fois qu'on a collecté ces données, ça nous permet justement de pouvoir les analyser. Donc la communauté scientifique va les analyser et ça permet de mettre en œuvre des patterns de migration. Justement, on peut comprendre vraiment l'évolution de l'animal, que ce soit du point de vue vraiment déplacement spatial et même au niveau de la profondeur. Mais écoutez, on est devenus de véritables spécialistes du thon grâce à vous et à cette journée mondiale. David Gamba, merci. Merci beaucoup Fabien et au plaisir de vous revoir en mer. Avec plaisir. Pendant 2 jours, des pères et leurs filles ont parcouru plusieurs kilomètres dans l'arrière-pays. Ils participaient à un rallye à bord de véhicules de collection et de prestige. Retour sur cet événement avec Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. Une chose est sûre, la pluie n'a pas freiné ses participants. Après 2 étapes samedi vers Draguignan, ils ont pris le départ pour la 3e étape dimanche du côté du casino. On est allé du côté de Sospel, dans les beaux petits cols. On est passé à faire un tour en Italie et c'était juste extraordinaire, des paysages incroyables. Alors malheureusement, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. On a passé un moment splendide. On a une certaine passion, effectivement. Ouais. On aime se faire plaisir avec des jolis véhicules et c'est vraiment sympa de faire des événements comme ça avec ça. Une trentaine de véhicules ont pris part à l'événement. Les 4 premières équipes ont pu arriver dans le cadre prestigieux de la place du Palais Princier pour une arrivée pluvieuse, oui, mais heureuse. Ça s'est très bien passé, c'est notre première fois sur cette voiture, notre première fois en rallye, notre première fois tous les deux. On a rarement l'occasion de passer un week-end entre pères-filles, donc c'est l'objectif principal. Si le week-end du 1er mai a été marqué par ce rallye père-fille, avis aux amateurs, le rallye père-fils aura lieu, lui, en septembre du 15 au 17. Le 14 mai 1948, voici la date de la création d'Israël après le vote du plan de partage de la Palestine effectué par l'ONU quelques mois plus tôt. L'État d'Israël fêtera le 14 mai les 75 ans de sa création et par conséquent de son indépendance. Pour en parler, nous sommes avec le consul honoraire d'Israël à Monaco, Philippe Benzimra. Bonsoir. Bonsoir. Nous célébrerons dans une dizaine de jours, comme je viens de le dire, les 75 ans de l'État d'Israël. En tant que consul d'Israël à Monaco, qu'est-ce que ça représente tout simplement pour vous cet anniversaire ? L'idée de célébrer chaque année, maintenant nous le faisons de manière un petit peu plus intense depuis 5 ans, et de renforcer toujours les liens entre Monaco et Israël. Quels sont très concrètement les liens entre Israël et Monaco ?
Alors écoutez, les liens se sont renforcés depuis plusieurs années entre Israël et la Principauté de Monaco, et ceci à plusieurs niveaux. Cela a été fait avec l'impulsion d'un premier voyage, d'un premier déplacement d'une délégation d'entrepreneurs monégasques en Israël organisée par le Monaco Economic Board, et également par la création d'une association Monaco Friends of Israel, qui est présidée par M. Franck Biancheri et qui compte à ce jour environ une centaine de membres actifs. Également au niveau écologique, ce qui est très important pour la Principauté, un partenariat entre la Fondation du Prince Albert II et l'Université de Tel Aviv sur la recherche sur le thème de l'anti-pollution, qui est vraiment d'actualité de nos jours. Et enfin, ceci est vraiment d'actualité au niveau sportif, puisque la semaine dernière et cette semaine est organisé les rencontres de Euroleague de play-off entre l'équipe de Monaco et le Maccabi Tel Aviv. Si vous deviez définir votre pays, Israël, qu'est-ce que vous diriez? Alors aujourd'hui, Israël est, à l'image de Monaco, un petit pays du pourtour méditerranéen, mais aujourd'hui Israël a un dynamisme économique très important. Israël a une des meilleures croissances économiques des membres de l'OCDE. Aujourd'hui, on appelle Israël la Startup Nation. Oui, vraiment, au niveau technologique, Israël apporte beaucoup au monde et beaucoup d'investisseurs vont rechercher la qualité et l'innovation de nos startups en Israël. Également, on peut le dire, même au niveau du bonheur, Israël est aujourd'hui classé le 4e pays le plus heureux au monde. Donc on voit qu'il y a une certaine douceur du vivre. Je ne peux bien sûr peut-être pas la comparer à Monaco, où la douceur du vivre est exceptionnelle. Je peux en témoigner tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, Israël, sur la carte mondiale, est quand même parmi les pays les plus importants. Son PIB par habitant est même au-dessus de la France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut en dire en termes économiques, culturels, l'impact d'Israël au niveau mondial est assez important. Alors, c'est difficile en tant que journaliste de parler des 75 ans de l'indépendance de l'État d'Israël sans parler du conflit israélo-palestinien. Alors je sais que c'est extrêmement complexe, mais comment se fait-il, selon vous, qu'en 2023, il y ait toujours un conflit, on n'arrive pas à des solutions? Alors écoutez, c'est vrai que ce conflit dure, comme vous l'avez bien dit, depuis de nombreuses années. Il y a une recherche de la paix du côté israélien et je pense que de l'autre côté également. Et en effet, aujourd'hui, avec les accords d'Abraham qui ont été signés récemment avec plusieurs pays de la région, plusieurs pays arabes, donc notamment Bahreïn, les Émirats et le Maroc, je pense que nous sommes dans la bonne direction pour arriver à un accord global qui mettrait la paix dans la région. Et qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces 75 ans d'indépendance? Écoutez, moi, ce que je retiens, fêter cet anniversaire en principauté est très important. On a une très bonne collaboration, une très grande amitié entre nos deux pays. Et je pense vraiment que du fait de la riche histoire, aussi bien de Monaco et d'Israël, et que de leur ouverture sur le monde, les liens entre les deux pays ne seront amenés qu'à se renforcer dans les années à venir. Alors, dernière question qui fera peut-être sourire, mais en tant que consul d'Israël à Monaco, puisque se joue cette semaine, vous l'avez dit, les quarts de finale d'Euroleague, Tel Aviv ou Monaco? Maccabi ou la Roca Team? Alors écoutez, mon cœur balance, je suis un supporter de Monaco, mais si demain Maccabi également est à l'honneur, cela ne me dérangerait pas, donc on va dire que mon cœur balance aujourd'hui et je souhaite que le meilleur gagne. Voilà. Je le rappelle, le 14 mai, l'État d'Israël célébrera le 75e anniversaire de sa création. Philippe Benzimra, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup. Vous le savez peut-être, c'est la fin programmée du réseau cuivre de Monaco Télécom, et ce au profit du déploiement de la fibre. Comment tout cela va-t-il se passer? Les conséquences et les enjeux dans ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Modification des usages, besoins digitaux, évolution des supports ou tout simplement modernité, les raisons qui poussent à faire disparaître le réseau cuivre ne manquent pas. Il faut dire que les atouts de la fibre sont incontestables. D'une part, c'est beaucoup plus fiable. Donc on transporte de la lumière et non plus de l'électricité. Donc du coup, ce rayon optique, il est beaucoup plus fiable. Il est plus aussi capacitif puisqu'on atteint des débits maintenant de 10 gigas au plus haut débit de Monaco Télécom alors qu'on était limité à 60 mégas sur le réseau cuivre. Et puis c'est moins énergivore. Donc il faut aussi prendre conscience que l'empreinte environnementale de la fibre est beaucoup moindre que celle du réseau cuivre.
Différentes phases vont donc rythmer les mois à venir. La principauté s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement international, car le réseau cuivre disparaît peu à peu en France, en Europe, à Singapour ou même encore au Japon. Andorre a été le premier à le faire en 2014, Jersey l'a fait en 2020. Il y a encore 700 foyers sur 19 000 qui ont cette connexion à Internet par le cuivre. Donc c'est plus beaucoup, et ça, à la fin de l'année 2023, ce sera fini, il n'y en aura plus. Donc ça veut dire qu'il faut que les derniers se manifestent et qu'on puisse véritablement les migrer. Et puis 6 mois après, on arrêtera Internet pour les entreprises, il y en a encore 2000, donc là il faut vraiment se dépêcher. Et puis, encore 6 mois après, fin de l'année 2024, on arrêtera les lignes analogiques, donc la téléphonie par le cuivre. Vous l'aurez compris, un mot à son importance, anticipation. Mieux vaut ne pas attendre le dernier mois pour ce changement. Une campagne de communication va permettre de sensibiliser la population de Monaco. Vous pouvez bien sûr aussi vous rapprocher directement de Monaco Télécom. Du baroque au romantisme, telle était la thématique proposée dimanche dernier lors du concert de dimanche dans les crins de la salle Garnier avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'un grand spécialiste de la musique baroque, Giovanni Antonini, avec en soliste le pianiste Christian Bezuidenhout. Reportage de José Sacré. Le concerto numéro 22 pour piano et orchestre de Mozart, mais aussi un extrait d'Orphée et Eurydice de Gluck et l'ouverture de Philémon et Baucis de Haydn, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Giovanni Antonini, fondateur et directeur musical du célèbre ensemble baroque Il Giardino Armonico et donc grand spécialiste de la musique baroque. La manière de jouer, c'est différent parce que les Giardino Armonico, comme les autres groupes, sont des ensembles qui jouent avec les instruments originaux ou des copies. Ça, c'est un orchestre avec des instruments modernes, mais je dois dire que les orchestres modernes joués sont beaucoup plus informés sur la manière de jouer la musique avant, pré-romantique. Alors, bon, c'est toujours une question de communication. On n'a pas beaucoup de temps pour les répétitions. Il faut concentrer et surtout communiquer des éléments un peu différents, musicaux, à l'orchestre. Mais je trouvais un orchestre très réceptif et très ouvert à cette différente approche. Au programme également la symphonie numéro 4 de Beethoven. Baroque Beethoven? Il y a des critiques de l'époque qui disent que Beethoven c'était trop baroque. Et des fois, les mots baroque, dans le passé, il n'y avait pas une connotation positive. Baroque, c'était quelque chose un peu excessif, too much, très différent. Alors, c'est très bien pour la musique de Beethoven. Si on considère la musique de Beethoven objectivement, c'est des musiques incroyablement folles. Oui. Alors bon, il y a un côté baroque, mais historiquement, c'est pas plus la musique baroque. Dans un tout autre domaine, la mairie de Monaco propose un nouvel événement samedi 13 mai de 10h à 18h. La Ninja Box, 2 parcours ludiques et sportifs en fonction de l'âge, seront installés à l'espace Léo Ferré et tout droit inspiré du modèle de la célèbre émission Ninja Warrior. La Ninja Box est destinée aux jeunes monégasques, résidents et scolaires de la principauté, âgés de 3 à 14 ans. Les participants pourront être accompagnés d'un invité hors Monaco. Le tarif unique est de 15 € par personne. Pour les plus jeunes, un parent ou un accompagnateur pourra accéder gratuitement à la salle. Attention, le nombre de places sera limité. Le point sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal avec Frédéric Hélion. Quelle est la tendance pour mercredi ? Grand soleil, Fabien, avec un peu de vent, mais surtout des températures en hausse par rapport au jour précédent. Il fera 15 degrés le matin et 21 l'après-midi. Mercredi 3 mai, ce sera la Saint-Philippe. Bonne fête à tous les Philippe. Merci Frédéric. Les photos du jour vont nous faire voyager. La Roca Team est actuellement en Israël, plus précisément à Tel Aviv, pour rencontrer par 2 fois le Maccabi cette semaine. Eh bien Stéphane Dana, qui est sur place, vous propose les plus belles photos de la ville. C'est la fin de ce journal. On se retrouve mercredi à 19h. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.